Journal de bord du capitaine Jack Renox. 17 avril 1888. 92e jour de mer à bord du Corellia. Toujours pas de terre à l'horizon. Le manque de vivres, de rhum, de femmes, mais surtout d'opium, commence à se faire sentir. Surtout l'opium en ce qui me concerne. Certains hommes présentent des signes de maladies tels que le typhus, le scorbut ou le choléra. Presque à court de charbon pour les moteurs, ainsi que pour les chaudières, suite à notre blocage dans les glaces de l'Arctique durant plusieurs semaines, qui nous a fait puiser dans nos dernières réserves, les prototypes de boules électromagnétiques fournis par la Nikola Tesla Company, destinés aux moteurs électriques de son invention, ayant pris l'eau suite à une avarie après avoir traversé une tempête, sont inutilisables. Ce qui rend également l'aérostat des frères Tissandier impossible à utiliser. Et nous ne pouvons donc prendre la voie des airs à l'aide de leur invention. Les voiles étant très abîmées suite à cette tempête, c'est avec une extrême difficulté que nous nous déplacions à la seule force du vent. Au loin, nous vîmes une nouvelle tempête, qui ne tarderait pas à nous souffler dessus. Mais cette tempête me paraissait très étrange. Elle ne ressemblait en rien aux tempêtes que j'avais eu l'occasion de traverser durant ma carrière difficile de matelot et de pirate. L'équipage commençait à parler de fin du monde, d'apocalypse, de jugement dernier. Mais je ne croyais pas à toutes ces balivernes. Je fis alors un petit discours pour remotiver timoniers, manœuvriers, mécaniciens, mousses et matelots, car certains commençaient à représenter un danger pour l'équipage et la suite du voyage. Je me rendais bien compte au sujet de cette tempête qu'il s'agissait d'autre chose, d'une force bien plus énigmatique et bien réelle. Une chose dont mon vieil ami le capitaine James Wint m'avait conté durant une escale à Nassau, il y a plusieurs années déjà. Ainsi que Long John Silver me conta également dans une de ses nombreuses lettres. Une sorte de triangle mystérieux dont on leur avait confié l'existence et mis en garde au sujet de son puissant pouvoir. Un endroit dont apparemment, d'après les légendes qui se racontent dans les recoins sombres des tavernes les plus malfamées par-delà les océans, aucun galion ni aéronef ne ressort. Peu importe qu'il soit de pavillon anglais, espagnol, français ou comme le nôtre, de pirates. Plus on s'approchait de cette tempête, plus l'ambiance était étrange, stressante, oppressante, électrique. Les boussoles, baromètres et les quelques animaux à bord, chèvres, poules, lapins, devenaient fous. Et que dire de l'équipage, de plus en plus effrayé malgré mon discours. Cette tempête étrange ressemblait à une sorte de brouillard formant une énorme bulle dont on ne voyait pas la fin, une bulle d'un mélange de couleurs, bleu nuit, noir et d'un violet très sombre. Le vent semblait souffler extrêmement fort, tout en ne ressentant aucun souffle d'air. C'était une sensation vraiment très bizarre. Tout le navire était enveloppé d'un épais brouillard qui masquait toute visibilité. Le matelot de la vigie s'écria soudainement qu'il voyait quelque chose à tribord, direction sud-ouest. J'ai sorti la longue vue, et en effet, à travers l'épais brouillard et l'extrême obscurité de la nuit, j'apercevais, au loin, deux faibles lueurs qui perçaient le sinistre brouillard. J'ai aussitôt hurlé au timonier. « Barre à tribord, direction sud-ouest. Puis maintenez le cap, sur 3000 marins. » Le navire avait du mal à avancer et le matelot à la barre avait des difficultés à maintenir notre cap. J'ordonnai immédiatement à un second matelot d'aller prêter main forte au premier timonier. Lentement, nous avancions, vers une chose surréaliste. J'entendais les hommes qui commençaient à crier et à parler entre eux de ces deux lumières bizarres. Je donnai l'ordre aux deux matelots à la barre de prendre la direction de ces lumières, quoi qu'il arrive. Je demandai aux hommes d'équipage, sur un ton serein, de se calmer. Et ensuite, je suis descendu dans ma cabine. Je me servis une délicieuse fée verte en suivant scrupuleusement le rituel que j'affectionnais tant. 3 doigts d'absinthe, le morceau de sucre posé sur la cuillère et le goutte à goutte d'eau glacée de la fontaine à absinthe, si merveilleux, avoir troublé délicatement ce fameux breuvage. Comme à mon habitude, j'ai complété le tout de 6 gouttes de laudanum.
Puis je chauffai délicatement sur mon aiguille à opium une petite boulette de cette divine substance et mêlée à une noisette de brin de tabac, j'engouffrai le tout dans ma pipe à opium. J'ai avalé d'une traite mon breuvage et alluma le foyer délicatement pour y tirer doucement et profondément de voluptueuses bouffées de fumée. Soudain, j'entendis frapper à la porte de ma cabine, ce qui me fit sortir de ma douce torpeur planante, qui avait dû durer 45 à 50 minutes environ. C'était le capitaine en second, venant me prévenir que l'on se rapprochait difficilement et lentement des deux étranges colonnes de lumière de couleur verte, séparées d'environ 20 mètres l'une de l'autre. Une fois sur le pont, je constatai que cette étrange tempête faisait rage et était de plus en plus violente. Foudres et tonnerres se faisaient extrêmement bruyants, sans parler de l'air qui était, comment dire, étrangement chargé d'électricité statique. On se serait cru dans le laboratoire de Nikola Tesla. À ce moment, je pris ma longue vue, ma boussole, qui était littéralement devenue folle, ainsi que mon sextant, et je me mis à observer le ciel et ces deux fameuses colonnes lumineuses pendant plusieurs instants. De très très longs instants. Puis je fis signe aux deux timoniers de continuer dans la direction sud-sud-ouest et je pris mon carnet de notes pour y noter les coordonnées 32 degrés, 36 minutes, 36,9 secondes nord, 63 degrés, 42 minutes, 44,9 secondes ouest. Nous nous rapprochâmes de ces deux colonnes et dans une lenteur de mort, nous les avons franchies. Et à ce moment, nous avons commencé à assister à un étrange phénomène. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Nous entrâmes doucement dans une sorte de tunnel. Un tunnel de couleur noire et vert émeraude fait d'une brume très épaisse et de petits éclairs électriques qui semblaient être les murs et le plafond de ce tunnel. Ce qui était vraiment étrange, c'est que le tunnel ne semblait pas avoir de fin. Aussi loin que l'on pouvait regarder droit devant, on ne voyait que la lueur noire et verte de ce tunnel. Moi-même, mon capitaine en second, ainsi que tout l'équipage, n'arrivions pas à y croire. Il n'y avait également plus d'une once de vent. C'était le calme plat. Comme si une force magique créait une sorte de bouclier, nous protégeant de cette tempête qui était tout autour de notre navire. C'est à ce moment précis que les deux timoniers annoncèrent qu'ils n'avaient plus du tout le contrôle de la barre, comme si nous étions guidés, telle une locomotive sur des rails. C'est ainsi que pendant quelques instants, nous avancions dans ce couloir étrange. Nous entendions seulement le clapotis de l'eau contre la coque du navire et un léger bourdonnement, comment dire, électrique. Ce que je trouvais bizarre, c'est que de l'autre côté des murs de ce tunnel, j'avais l'impression que l'océan continuait de brasser vents et marées. Je demandais à la nid de pie ce qu'il voyait, et elle répondait qu'elle ne voyait rien d'autre que ce long et interminable tunnel, sur l'avant et l'arrière, et qu'à bâbord et tribord, elle voyait difficilement au travers de ce brouillard noir et vert. Le temps semblait s'être arrêté. Les systèmes de navigation, boussole et baromètre étaient totalement inutilisables. On commençait également à entendre d'étranges sons. Des sons genre bruit de rayonnement électromagnétique, d'autres qui ressemblaient à des chants de baleines ou peut-être des chants de sirènes. C'étaient des sons bizarres, très déformés. J'ai donné l'ordre à mon équipage de faire attention aux chants, n'en connaissant pas la provenance, et connaissant l'impact des chants des sirènes sur les hommes, surtout après des mois sans avoir vu la moindre femme. Un matelot vint me voir en panique. Il avait apparemment cru apercevoir de l'autre côté du mur de brouillard du tunnel ce qui ressemblait à un navire. D'après lui, ce navire sous commandement français baptisé le Rosalie a disparu en 1840 et retrouvé à la dérive au large des côtes de Cuba, sans équipage, les voiles déployées, les canaux de sauvetage en place et sa cargaison intacte en novembre de la même année, soit il y a 48 ans. Je lui demandai s'il était sûr de lui. Il me le jura sur la tête de son petiot, qu'il n'a pas vu depuis de longues semaines.
Il avait étudié le dossier de ce navire pendant son année à l'école navale de Brest, sur le navire Orion. Aussitôt, je fis monter sur le pont 3 hommes au hasard et leur demanda de prendre une chaloupe et d'essayer de rejoindre ce fameux bateau qui n'avait pas l'air si éloigné de nous malgré l'épais mur de brouillard dont était constitué ce tunnel. Pour éviter tout incident, nous avons câblé la chaloupe avec un cordage à un anneau d'amarrage du navire. Équipé de quelques armes, d'épées ainsi que de torches électriques afin de pouvoir communiquer par signaux lumineux, car les transmetteurs radio étant inutilisables en raison des perturbations électromagnétiques, ils partirent à la rencontre de cette lugubre silhouette. Lentement, 2 des hommes ramaient en direction du bateau et le 3e nous commentait la manœuvre au porte-voix. Ils étaient environ 2 mètres de ce mur de brouillard. Soudain, nous vîmes la chaloupe disparaître à travers le mur du tunnel, puis plus rien. La chaloupe avait disparu, mais on voyait toujours la silhouette du navire. De longs instants qui semblaient être une éternité passèrent. C'est avec un grand soulagement que l'on aperçut des signaux lumineux de morse. Bateau le Rosalie, pas de vie. Bateau au quai. Il s'agissait donc bien de ce navire dont avait parlé le matelot. Je fis donner l'ordre à la chaloupe de revenir. Elle ne répondit pas à nos signaux. Je donna l'ordre de ramener la chaloupe. « Matelot, tirez-moi ce cordage et ramenez vos camarades à bord, un peu de nerf, bon sang !» Mais le cordage revint seul. La silhouette du Rosalie était toujours visible par-delà le mur de brouillard, mais pas l'embarcation de nos 3 camarades. Nous avons patienté pendant de longs moments. Nous n'avions plus vraiment de notion de temps, les montres et autres boussoles étant déréglées par la force magnétique de ce phénomène étrange. Mais toujours aucune chaloupe en vue. Et notre galion, que l'on ne pouvait pas vraiment diriger, continuait d'avancer lentement. J'avais compris que nous ne reverrions plus ces braves gaillards remplis de courage. L'équipage entama une minute de silence en hommage à nos courageux camarades. Le navire continua son avancée irrémédiable vers le confin de ce lieu mystérieux et terrifiant. J'étais à présent certain que ce que mes amis, le capitaine Flint et le capitaine Long John Silver, m'avaient raconté, ainsi que les écrits de Henry Avery, le père fondateur du Code des pirates durant les années 1679 jusqu'à sa mort en 1699, étaient vrais. Qu'il existait réellement un endroit maudit où il n'y avait ni espace ni temps, où l'homme n'avait aucun contrôle, où tout semblait infini. La science n'avait encore aucune explication rationnelle sur les événements qui se déroulaient à l'intérieur de ce lieu, où chaque chose qui essayait de le traverser disparaissait, sans jamais réapparaître. Les marins et personnes ayant déjà entendu parler de ce lieu l'appelaient le Triangle des Bermudes. Lentement, nous avancions plus profondément au cœur de ce tunnel. La vigie se mit à hurler et à sonner la cloche. « Silhouette de navire en vue, à bâbord et à tribord !» En effet, d'autres bateaux, une noria d'autres bateaux étaient visibles. Enfin, on apercevait leurs silhouettes dissimulées derrière l'épais mur de brouillard. Des centaines de silhouettes. Nous arrivions dans ce qui ressemblait à un cimetière de navires. Quelques instants plus tard, la vigie annonça que le brouillard semblait disparaître. Effectivement, plus notre bateau avançait, plus le brouillard commençait à se dissiper, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus du tout de brouillard, ni même de tempête. La mer était d'un calme plat, le ciel était d'un bleu azur magnifique, le soleil brillait et tout autour de nous, on apercevait des bateaux à des milles à la ronde. Il y en avait de toutes sortes, des petits bateaux de pêche, des bateaux de commerce, des bateaux de guerre. J'en reconnaissais certains dont j'avais déjà entendu parler ou vu des illustrations. Comme par exemple l'USS L'Insurgente, un navire français capturé par les Américains en 1799 avec 36 canons et 340 marins à son bord. Comment ce bateau pouvait-il se trouver ici, près de 89 ans après avoir été capturé? Je reconnaissais également l'Atalanta, un navire-école britannique avec 290 élèves officiers à son bord, dont le monde n'avait plus de nouvelles depuis 8 ans, ainsi que le Miramont, une goélette italienne qui a également disparu durant l'année 1884, si ma mémoire est bonne. Mais il y avait également des navires étranges, qui n'étaient pas faits en bois, mais apparemment de métal. Ils semblaient sortir d'une autre époque.
On distinguait également dans cette jungle de navires des aéronefs qui flottaient sur l'eau. Mais pas comme ceux de Clément Ader et Isaac Pereire ou de Jean-Marie Lebris, faits de bois et de ficelles qui ne volaient que sur quelques dizaines de mètres, mais qui étaient faits tout comme ces navires, de métal. Je pouvais lire des inscriptions sur les carlingues. US AFF 117-12, US AFF 16 Eagle, US AFB 52 SW 5292, Lockheed L2000, Boeing 2707, Concorde Air France F, BVFC 209, Solar Impulse 2, HB-SIB, et bien d'autres engins étranges. En forme de soucoupe, d'autres de forme triangulaire, ils ressemblaient eux aussi à des engins volants. Parmi les navires, j'ai cru également apercevoir le Walrus, qui avait appartenu à une époque à mon ami le capitaine Flint, ainsi que le Black Pearl, le célèbre bateau maudit du capitaine Jack Sparrow, qu'il avait perdu lors d'une soirée de poker très arrosée, au rhum, comme à son habitude. J'arrivais à lire leurs noms sur leur coque: USS Cyclops, SS Hewitt, SS Cotopaxi, Raifukumaru, VA Fogg. Ces derniers étaient particulièrement gros. Ce devaient être des navires de transport de marchandises vu les caisses, en métal elles aussi, qu'ils transportaient sur leur pont. Il semblait que toute trace de vie avait disparu de leur bord. À présent qu'il n'y avait plus de mur de brouillard, je décidai d'envoyer à nouveau une chaloupe en exploration auprès des différents galions que l'on voyait tout autour de nous. Ainsi, 3 marins montèrent à bord d'une chaloupe avec des armes et cette fois un transmetteur radio, étant donné qu'il n'y avait plus de tempête et donc plus de brouillage magnétique, et ils partirent à tribord du navire direction nord-ouest. Quelques instants plus tard, on captait leur message radio. Navire en activité depuis votre position, direction nord-ouest, 13 degrés direction ouest. Je pris ma longue vue et je regardais dans la direction indiquée par mes hommes et là, je vis, effectivement, un navire avec de l'activité sur le pont. Je voyais des marins en train de s'exécuter à des tâches, apparemment de maintenance sur des aéronefs presque identiques à certains que j'avais vus tout à l'heure avec des inscriptions différentes, US AF GNM F-14A, et ce qui semblait être des aéronefs en mouvement qui décollaient, et une fois après le décollage, ils disparaissaient aussitôt, le tout sans aucun bruit provenant du navire, ni des aéronefs. Ce devait être un bateau de guerre, vu les canons dont il était équipé, et probablement des milliers d'hommes et des centaines d'aéronefs à son bord. Il était énorme, un des plus grands navires que j'avais vus dans ma carrière, et un des plus grands de ce mystérieux endroit, sans compter les énormes navires de commerce situés pas loin, transportant les énormes caisses de métal. J'ai réussi à apercevoir son nom sur la coque, USS Nimitz. Malgré l'activité intense qu'il y avait sur ce navire, il ne semblait pas remarquer notre présence, ni celle des autres bateaux et aéronefs se trouvant tout autour dans ce désert, que dis-je, dans ce cimetière maritime. C'est à croire que pour les navires et engins qui étaient ici depuis des longues années, nous n'existions pas. Je pense que pour nous, cela faisait une éternité qu'ils étaient perdus ici, voire des dizaines, des centaines d'années pour certains. Mais pour eux, ils n'étaient ici que depuis quelque temps seulement, des heures, voire des jours. Enfin, c'est ce qu'ils devaient penser. Le temps est probablement ralenti, voire même arrêté pour eux. Peut-être même également pour nous, ça doit faire une bonne heure que l'on observait ces navires. Ou peut-être moins, peut-être plus. Le temps et l'espace sont infiniment liés. Si l'espace est infini, comme dans cet endroit plein de mystères sans réponse, le temps, lui, se doit d'être infini également. Le temps est relatif, il dépend de l'observateur. Après tout, qu'est-ce que le temps, si ce n'est l'instant présent? Puis, l'instant d'après, il devient le passé, que tout le monde oublie. Nous avons tenté d'envoyer des messages via le transmetteur radio à différents bateaux qui avaient l'air occupés par leur équipage. Nous n'avons reçu aucune réponse, sauf quelques bribes de messages qui ne correspondaient pas à des ordres provenant de notre époque. DSS Nimitz, Escadron Rouge, 7 décembre 1941, Pearl Harbor. Je ne comprenais rien. On essayait de répondre avec la radio, mais personne ne répondait. Le timonier m'annonça que notre bateau commençait à prendre un peu plus de vitesse. Il était toujours impossible de le contrôler, de le ralentir, de le diriger.
Le matelot de la vigie informa l'équipage qu'une nouvelle vague de brouillard noir et vert émeraude était en train de se former au loin. Je fis rappeler la chaloupe partie en exploration. Ils n'ont pas répondu immédiatement. Nous avons donc tiré une fusée éclairante pour leur signaler notre présence. Un laps de temps assez long s'est écoulé entre le moment où l'on tira cette fusée et le moment de la première réponse de la chaloupe. Fusée éclairante, bien en vue, tribord direction nord-ouest, 13 degrés direction ouest, nous arrivons. Je fis remarquer au matelot qui tenait la radio que c'étaient les coordonnées de la direction que la chaloupe avait prise en quittant le navire. Il leur demanda s'ils étaient bien certains des coordonnées à laquelle ils ont observé la fusée éclairante. Nous n'avons, pendant quelques instants, plus eu de réponse de la chaloupe. Jusqu'à ce qu'on les voie revenir du côté opposé de celui de leur départ. Ce fut vraiment étrange. Comme s'ils avaient fait un tour complet de ce lieu maléfique sans s'en rendre compte avant de revenir à bord. Plus étrange encore, le Corellia se trouvait déjà aux coordonnées même de leur destination. Ils revinrent prudemment, sans précipitation jusqu'au navire, puis ils montèrent à bord. L'équipage et moi-même étions soulagés de les retrouver sains et saufs après la perte de nos camarades qui avaient disparu durant l'expédition de la précédente chaloupe. Petit à petit, le navire prit de plus en plus de vitesse. Je demandai au timonier ce qu'il se passait, et il me répondit qu'il ne pouvait ni maîtriser la vitesse, ni même la direction prise par notre bateau. Le tunnel de brouillard noir et vert se rapprochait à nouveau, et avec lui, la tempête, ainsi que les bruits et éclairs électromagnétiques, reprenaient de plus belle. Nous étions de retour dans cet étrange tunnel, et tout comme à l'aller, nous n'avions aucun moyen de contrôler le navire. Le bateau tanguait dans tous les sens, les éclairs frappaient l'eau à quelques mètres du bateau. Nous avancions lentement, comme guidés par ce tunnel. Pendant un très long moment, cela semblait durer une éternité. Nous nous accrochions comme on pouvait, afin de ne pas passer par-dessus bord. Soudain, la vigie annonça qu'elle voyait à nouveau les 2 colonnes de lumière, les mêmes qu'à l'entrée de ce tunnel. Après des instants interminables et non sans difficulté, nous avions enfin réussi à franchir ces 2 étranges sources lumineuses. C'est avec un très grand soulagement que nous avons retrouvé un océan qui semblait enfin normal. Le soleil, le vent dans ce qui restait des voiles, les vagues qui battaient la coque du galion et par moments, le cri des mouettes moqueuses. Le tunnel avait totalement disparu. Il ne restait plus aucune trace de ce mystérieux endroit. Un des mécaniciens du navire, qui avait travaillé quelque temps chez Nikola Tesla et ayant étudié les différents travaux de Michael Faraday sur l'induction électromagnétique, vint me voir. Il m'annonça qu'il avait réussi, avec des morceaux de mât cassés durant la tempête et quelques bouts de ferraille récupérés un peu partout sur le bateau, à fabriquer une perche lui permettant de canaliser l'énergie électrostatique de la tempête vers les boules électromagnétiques. Ainsi, après avoir changé quelques pièces ayant été abîmées par l'eau de mer et la tempête, il put les réparer et les recharger. On peut enfin utiliser à nouveau les moteurs électriques. Malheureusement, le dirigeable qui compose l'aérostat des frères Tissandier n'avait pu être réparé. Nous avons donc mis en route les moteurs et avons pu nous remettre en route tout en gardant une allure raisonnable, le navire ayant été fortement abîmé. Les boussoles et les différents instruments de navigation fonctionnaient à nouveau. J'ai eu l'incroyable surprise de constater à l'aide de mon sextant que nous avions avancé d'un bon millier de kilomètres. Puis, quelques instants plus tard, la nid de pie annonça la terre enfin en vue. Je saisis ma longue vue afin de constater effectivement que nous approchions du continent. Doucement, la côte se rapprochait. Ce que je voyais attirait étrangement mon attention. En effet, les bâtiments que j'apercevais étaient bizarres. D'immenses édifices apparemment faits de béton et de verre. Je n'avais jamais vu des édifices aussi hauts. Certains faisaient bien une centaine d'étages de hauteur. « Navire à tribord, capitaine !» s'écria la vigie. Je pivotais à 90 degrés sur ma droite et je vis 3 navires qui ressemblaient à certains des bateaux que l'on avait croisés dans cet endroit mystérieux que nous avions traversé. La distance nous séparant se réduisait. C'est alors que j'ai ordonné à 3 matelots de monter dans une chaloupe et d'aller au devant de ce navire. Quelques instants plus tard, la chaloupe était revenue avec à son bord le commandant Chester Yelland, son second le lieutenant Warren Lasky et 2 matelots. Ils se mirent à me poser des questions sur notre vaisseau, qui leur parut très ancien. J'invitai alors le commandant et son second dans ma cabine afin de pouvoir mieux discuter. C'est ainsi
qu'autour d'un bon vieux whisky et d'un excellent cigare cubain offert par le commandant Yelland, nous nous mirent à parler. Je leur racontais ce qui nous était arrivé. Je fus abasourdi quand ils m'annoncèrent où nous étions. En effet, nous nous trouvions aux encablures de Fort Lauderdale, une ville marinière américaine, à 1000 lieues de là où l'on était avant de rentrer dans cette étrange tempête. Mais surtout, quand nous étions. En effet, je ne crus pas un mot quand ils me dirent que l'on était le 22 septembre 1963, soit 75 ans après l'année d'où nous venons. Après avoir passé plusieurs semaines parmi eux et à raconter ce qui nous était arrivé à des journalistes et de nombreux scientifiques, nous les avions emmenés sur le lieu de cette tempête. Ils constatèrent par eux-mêmes la présence des 2 sources lumineuses qui indiquaient l'entrée de cet endroit nommé le Triangle des Bermudes. Et plus précisément, l'axe Renox. Mon nom fut donné à cet endroit car c'est mon équipage et moi-même qui l'avions découvert. Cet axe était un passage navigable qui n'apparaissait que lorsqu'on pénétrait ce lieu en suivant une longitude et une latitude bien précises, permettant d'apercevoir ces 2 colonnes de lumière. Il s'avéra qu'en le franchissant exactement à cet endroit, il offrait la possibilité de traverser la barrière du temps et de l'espace. Ainsi pûmes-nous retourner dans notre bonne vieille époque victorienne, en l'an de grâce 1888. Soudain, j'entendis dans mon casque un tintement, et une lueur verte apparut. Mes gants et ma combinaison à retour haptique se mirent aussitôt à vibrer. Le message suivant s'afficha devant mes yeux. « Congratulations! You have discovered the Renox axis and completed the game Pirates of Time. » Je me déconnectais de l'oasis, retirai mon casque, ma combinaison et mes gants. Ma surprise fut énorme en constatant qu'il était déjà 4h45 du matin et que je devais me rendre au lycée dans un peu moins de 3 heures. La journée allait être difficile avec si peu de sommeil, mais je m'en foutais. J'avais vécu l'une de mes meilleures aventures vidéoludiques dans l'Oasis avec ce nouveau jeu de Techstar Games.